Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons passer au travail de la théorie qui est en lien avec la loi d'Ohm et l'utilisation du voltmètre. Et en plus, nous allons procéder à deux petits laboratoires très courts à l'intérieur de la période. Et évidemment, on a besoin pour prendre les notes de la fiche synthèse numéro 21 et aussi du cahier d'exercice. Suite aux manipulations, on va pouvoir faire les exercices des pages 126 à aller à 132. Puis évidemment, toujours, je vous invite à faire les activités de soutien si vous avez de la difficulté. Fait que donc, fiche numéro 21. Maintenant, avant de débuter, ben, il faut commencer par un petit rappel, hein. Le rappel qui est en lien avec qu'est-ce que l'électricité statique. On a travaillé avec l'électricité statique, voilà deux cours, et il faut se rappeler que l'électricité statique, c'était les charges qui étaient au repos. Par contre, l'électricité dynamique, c'était le travail avec les charges qui sont en mouvement. Fait que ça, c'est la nuance qu'il faut retenir entre l'électricité statique, statique qui veut dire au repos, et dynamique qui veut dire en mouvement. Fait que donc, ensuite de ça, on a vu aussi quelles particules qui se déplaçaient. On avait bien mentionné comme quoi que les protons ne se déplaçaient pas, les neutrons ne se déplaçaient pas, ils faisaient partie du noyau. Maintenant, les électrons se déplacent, mais pas tous les électrons, pas tous les électrons, seulement les électrons qui se retrouvent sur la couche de valence. Fait que donc, ça, c'est à se rappeler, c'est très important. Ensuite, on a vu aussi la nuance qu'il y avait entre le courant conventionnel et le courant électronique. On vous avait mentionné comme quoi que le courant conventionnel, qui se trouve être le courant, quand on vous donne le sens du courant conventionnel, il va partir du positif vers le négatif, puis le courant électronique, lui, du négatif vers le positif. Maintenant, est-ce que ce sont deux courants qui sont différents? Non, pas du tout. C'est exactement le même courant, sauf qu'il est utilisé on utilise des conventions qui sont différentes. Le courant électronique représente vraiment le déplacement des charges électroniques, les charges des électrons qui se déplacent du négatif vers le positif, alors que le courant conventionnel est uniquement utilisé par convention. Fait que donc, on a vu aussi les types de circuits. On a vu deux types de circuits, les circuits qui étaient en série et les circuits qui sont en parallèle. Fait que donc, circuit en série, il faut se rappeler que les composantes sont branchées les unes à la suite des autres et quand une ampoule devient défectueuse, qu'est-ce qui se passait? Ben, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Alors que quand on parle des circuits en parallèle, ben, les circuits en parallèle, vous avez vu que quand une ampoule s'éteignait, ben, à ce moment-là, l'autre ampoule pouvait quand même fonctionner. On pouvait comparer ça à la circulation sur une route où il y aurait deux ponts qui sont un à la suite de l'autre pour un circuit série et un à côté de l'autre pour un circuit en parallèle. Fait qu'on peut imaginer qu'en série, bien évidemment, s'il y a un pont qui ne fonctionnait pas, ben, la circulation arrête complètement, alors que quand que j'ai deux ponts qui sont un à côté de l'autre, si un pont est en réparation, ben, à ce moment-là, on peut circuler par le second pont. Fait que donc, ça complète aussi pour les comportements qui sont en série et en parallèle. Maintenant, je vous demande d'aller à la fiche synthèse numéro 21, fiche synthèse numéro 21 aujourd'hui. Fait qu'on va compléter la fiche synthèse 21 et on continue les explications par la suite. Fait que maintenant qu'on sait que le déplacement des charges électroniques part du négatif vers le positif dans le cas des électrons, et on peut aussi associer que ce courant-là va être interprété en ampères. Fait que l'unité de mesure, ça va être les ampères. Le symbole qu'on va utiliser, ça va être le A. Faites attention parce que quand on va regarder une formule, exemple la formule de la loi d'Ohm qui est U est égal à R fois I, on la retrouve dans le bas de cette page en étant transféré pour trouver le courant. Donc, I est égal à U sur R, ce qui signifie que I est le courant, l'intensité du courant, U représente la tension ou la différence de potentiel et finalement, R représente la résistance dans un circuit. Fait qu'on va voir un peu tout ça aujourd'hui, mais bref, je vous amène que dans la formule, la lettre qui est utilisée dans la formule, c'est le I, alors que l'unité de mesure des ampères va être le A. Fait que donc, on retrouve aussi que le courant, c'est égal à quoi? C'est égal aux charges les charges qui vont passer dans le conducteur, divisé par l'intervalle de temps, qui devrait être delta t, qu'on devrait retrouver en bas, mais qui semble avoir pas été bien représenté ici.
Maintenant, si on regarde la différence de potentiel, encore une fois, toujours à la fiche synthèse numéro 21, on va retrouver différence de potentiel qui est aussi appelée la tension. Ça va correspondre à la quantité d'énergie qui va être transférée. On peut parler d'énergie aussi potentielle quand elle n'est pas transférée, c'est-à-dire cette tension-là peut se retrouver directement au mur, comme l'Hydro-Québec, il nous fournit de la pression. La pression électrique, quand on branche un fil, il va y avoir un courant, mais s'il n'y a pas de fil, il n'y aura pas de courant, donc il va y avoir quand même cette pression-là. Cette pression-là, on va le savoir parce que si on se mettrait les deux doigts dans la prise, évidemment, là, ça ferait mal. Fait que donc, on sait que la pression, elle est présente, mais par contre, il n'y a pas de courant. Si je me mets les doigts dans la prise, bien, le courant, c'est moi qui va l'absorber, ce courant-là. Maintenant, cette différence de potentiel-là est quantifiée en unités de mesure qu'on appelle les volts, qui a été découvert par Alexandro Volta. Et le symbole, ça va être le V. Fait que donc, encore une fois, une équivalence, ça va être quoi? C'est un joule de travail divisé par un coulomb va me donner un vol. Mais pour nous autres, ce qui nous intéresse le plus, c'est notre loi d'Ohm qui va être U va être égal à R fois I. Je vous rappelle que U, c'est la tension, R, la résistance et I, le courant. Maintenant, la résistance. La résistance qui va représenter l'opposition au courant. Hein? Fait que donc, ça ici, là, je vous donne le petit exemple du boyau d'arrosage qui est branché à un robinet. Et je vous dis, quand que je me trouve à écraser le boyau d'arrosage, j'applique une résistance par rapport au courant d'eau qui se trouve à circuler dans ce boyau-là. En faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Bien, il y a une diminution du courant jet qui sort du boyau d'arrosage. Fait que donc, maintenant, les ohms représentent cette opposition-là au déplacement des électrons dans un conducteur. Fait que donc, on va utiliser le symbole oméga pour représenter les ohms. Fait qu'encore une fois, dans la formule, on représente la résistance comme étant la lettre R, mais par contre, son unité de mesure va être les ohms avec le symbole oméga. Fait qu'il faut savoir que 1 volt divisé par 1 ampère va nous donner une résistance de 1 ohm. Maintenant, si on regarde la loi d'Ohm en tant que telle, depuis tantôt que je vous en parle, hein, fait que la loi d'Ohm va établir que pour une résistance donnée, la différence de potentiel dans un circuit électrique est directement proportionnelle à l'intensité du courant. Fait que donc, cette loi d'Ohm, si vous regardez en réalité ce qu'on est en train de vous dire, c'est que U est égal à RI et que quand on se trouve à augmenter la tension appliquée, la U, la valeur de U avec la flèche bleue, bien évidemment, si la résistance ne change pas, bien, ça veut dire que le courant va augmenter. Hein, je vous donne un exemple. Si j'ai une résistance de 2 ohms et que j'ai une tension appliquée de 10 volts, bien, ça va faire que mon courant va être de 5 ampères. Maintenant, si ma tension appliquée passe à 20 volts, 2 ohms, ben, mon courant appliqué va passer à 10 ampères. Fait que donc, on comprend que c'est directement proportionnel à l'intensité du courant. Et évidemment, ben, si j'ai une baisse de tension en flèche rouge, ben, ça implique directement aussi que je vais avoir une baisse de courant. Et ce, tout le temps, en considérant que la résistance est une constante dans le circuit. Là. Quand je place une résistance, je m'attends à ce qu'elle ne varie pas. Maintenant, la puissance électrique. Puissance électrique, un autre élément qu'on va rajouter ici. On sait que dès qu'on parle de puissance, on se trouve à parler de joules. Hein? On parle de travail. Là. Et la puissance électrique, c'est la quantité de travail que peut accomplir un appareil électrique dans une seconde. Fait que ce qui est important de retenir ici, vous allez voir la nuance entre l'énergie électrique et la puissance électrique. Fait que la puissance électrique, c'est la quantité de travail qui peut être accomplie par un appareil dans une seule seconde. Fait que donc, cette unité de mesure-là, ça va être les watts qu'on va utiliser. Le symbole, donc, ça va être W. Donc, si j'ai un séchoir à cheveux, puis c'est marqué dessus 1500 W, ça veut dire qu'il y a une puissance électrique de 1500 watts. Maintenant, la formule qu'on va utiliser, ça va être la formule P est égal à U fois I, fait que P pour la puissance. Encore une fois, le symbole qu'on utilise dans la formule, c'est le P, mais l'unité de mesure, c'est les watts. Le U, ça se trouve être le symbole qu'on utilise dans la formule pour représenter les volts, mais son unité de mesure va être le V pour les volts. Et le I, finalement, ça va être le symbole dans la formule pour représenter l'intensité du courant électrique. Et le courant électrique se mesure en ampères avec un symbole A.
Maintenant, si on regarde la nuance entre l'énergie électrique et la puissance électrique, donc je vous fais revenir rapidement. L'énergie électrique, c'est la quantité de travail que peut accomplir un appareil électrique dans une période de temps, et là j'insiste, période de temps, parce que si on revient en arrière, vous voyez, la puissance électrique, ça se trouve être la quantité de travail qui peut être accomplie dans une seconde. Donc, on voit la nuance. La puissance en watts, c'est le travail dans une seconde, alors que l'énergie électrique, qui se mesure soit en joules ou en wattheures, ou encore en kilowattheures, si on a des milliers de wattheures, ben à ce moment-là, cette énergie-là, c'est dans une unité de temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'utilise mon séchoir à cheveux pendant une période de 10 minutes, ben ça, c'est l'intervalle de temps. Si je vous mentionne comme quoi j'utilise mon séchoir à cheveux de 4h à 4h10, ben ça veut dire que ça, c'est 10 minutes de temps. Le delta T, c'est le temps final moins le temps initial. Fait que si j'ai fini à 4h10 et que j'ai commencé à 4h, le delta T est 10 minutes. Maintenant, est-ce qu'on va utiliser les minutes comme unité de temps? Non, il va falloir toujours les convertir. Soit on les convertit en secondes quand on va vouloir travailler avec des joules, ou soit on les convertit en heures quand on va vouloir travailler avec des wattheures ou des kilowattheures. Maintenant, le circuit électrique. Il faut se rappeler qu'un circuit électrique, ça va être un montage qui va permettre aux charges électriques de circuler en boucle. On a vu dans la première partie qu'on était capable de faire des boucles de circuits et c'est à ce moment-là que les lumières allumaient. Sans créer une boucle, les lumières ne peuvent pas allumer. Il n'y a pas de circuit, il n'y a pas de courant électrique à l'intérieur du circuit. Donc, qu'est-ce qu'il faut avoir minimalement pour être capable de faire un circuit électrique? Ça va me prendre une source d'énergie électrique. Ces sources d'énergie électrique, là, il y en a plusieurs. Évidemment, je peux utiliser la prise de l'Hydro-Québec. Je peux utiliser une batterie, une pile, un générateur. Je peux utiliser aussi un alternateur. Donc, je peux utiliser un bloc d'alimentation comme qu'on a dans la classe. Toutes ces sources d'alimentation électrique-là sont là pour nous amener une pression appliquée au circuit. Maintenant, pour être capable d'avoir un circuit, ça me prend aussi des fils conducteurs. Ça me prend les fils qui vont rattacher le composant que je veux alimenter à la source d'alimentation. La résistance, elle, c'est quoi? C'est n'importe quelle des résistances que je veux utiliser. Donc, c'est une composante qu'on veut faire fonctionner. Donc, si je suis en train de vous parler tantôt du séchoir à cheveux, ça va être ma résistance, ça va être mon séchoir à cheveux. Si je suis en train de parler d'ampoules pour éclairer ma pièce, à ce moment-là, ça va être les ampoules qui vont agir comme résistance dans le circuit. Maintenant, pour que cette ampoule-là fonctionne, ça me prend absolument des conducteurs. Il faut que je sois capable de brancher à l'alimentation électrique des fils qui vont ramener ça jusqu'aux ampoules. Donc, les trois composantes minimales, c'est la source d'énergie électrique, les fils conducteurs et la résistance. Maintenant, vous allez retrouver dans la boîte à outils, vous allez retrouver comment dessiner ces schémas-là. Ici, ce qu'on retrouve, c'est vraiment les fils qui se trouvent à se déplacer, mais dans la réalité, on va utiliser des schémas électriques. Donc, maintenant, le travail que vous allez avoir à faire aujourd'hui, c'est de mesurer le courant électrique qui se retrouve dans le... Oh, ici, c'est pas celui-là que je voulais utiliser, mais c'est correct. Donc, l'intensité du courant électrique, le courant électrique, ça va être un mouvement ordonné des charges négatives portées par les électrons. L'unité de mesure, ça va être les ampères. Il nous manquait peut-être ça? Oui, il nous manquait ça. Qu'on est correct, encore une fois. Donc, la formule I est égale à U divisé par R. Oui, on a déjà passé au travers de ça. Je suis en train de vous répéter quelque chose d'inutile. Pas inutile, mais bref, qui sera utilisé ultérieurement. Maintenant, OK, donc pour faire l'exercice, on va juste procéder tout d'abord à un petit calcul de différence de potentiel. On a vu que la formule de la loi d'Ohm était U est égal à R fois I. Ici, je vous dis un courant de 45 milliampères, ce qui représente en fait 0,045 ampères, parcourt un circuit en série ayant une résistance de 200 ohms. Quelle est la tension appliquée à ce circuit? Et bref, je vous demande de faire la vérification, de faire le calcul et de vérifier si vous arrivez bien à 9 volts. On devrait avoir 200 ohms et multiplié par 0,045 et ça devrait me donner 9 volts. Maintenant, le labo que vous allez avoir à faire aujourd'hui va être
de travailler avec un voltmètre. Le voltmètre, il y a une particularité, c'est qu'il ne faut pas qu'il... on a vu tantôt là, que si je voulais savoir s'il y avait une pression sur un boyau d'arrosage, qu'est-ce que je faisais? En fait, c'est que je tiens le boyau d'arrosage dans mes mains et je suis capable de déterminer que le boyau d'arrosage est plein si je pèse dessus. Hein. Je vais sentir cette pression mécanique-là s'appliquer sur mes mains. Maintenant, la tension, c'est exactement le même principe, mais c'est une pression électrique. Fait que donc, le voltmètre, lui, va avoir besoin de se mettre aussi à l'extérieur du circuit et tenir le composant dans lequel je veux vérifier s'il y a une pression électrique. Maintenant, savoir s'il y a une pression électrique sur mon boyau d'arrosage, quand je mets mes mains autour, qu'au bout du pistolet, je pèse dessus pour faire sortir un courant ou que je ne pèse pas dessus, je ne serai pas en mesure de déterminer s'il y a un courant. Mais par contre, je vais être capable de savoir s'il y a une pression. Fait que cette pression-là, on comprend qu'il faut qu'elle soit externe au circuit. Je me trouve à l'extérieur du boyau d'arrosage. Je ne sentirai pas le courant passer, mais par contre, je vais bien sentir, je vais bien savoir qu'il y a une pression mécanique sur le boyau d'arrosage. Donc, je vous ramène à votre circuit électrique et votre voltmètre. Je vous dis, le voltmètre est un instrument de précision, un instrument de mesure qu'il faut brancher en parallèle avec le circuit. Fait que donc, vous allez voir, on a deux sondes au bout du voltmètre et les sondes, hein, ce ne sont pas des pinces aligatoires parce que je me trouve à utiliser des sondes parce que je veux tout simplement, on va dire prober, je veux tout simplement mettre mes deux sondes sur le composant que je veux vérifier, prendre la lecture et les enlever par la suite. Fait que donc, le voltmètre se branche en parallèle avec le composant que tu veux mesurer la différence de potentiel. On sait que la différence de potentiel va se mesurer en volts. Puis tu utilises le voltmètre avec ces deux sondes que tu vas disposer les extrémités directement à la composante que tu veux mesurer la tension. Fait que si je veux mesurer la tension aux bornes de la pile ou de la batterie, ben, je vais le mettre de chaque côté de la batterie. Si je veux le mesurer directement à l'ampoule, ben, je vais le mettre de chaque côté de l'ampoule. OK? Fait que, donc, on voit là, ici, dans le petit schéma, on voit, là, je vous fais le parallèle entre les composantes réelles aussi et le schéma électrique. Dans ce cas-ci, on a une pile ou une batterie, pardon, et cette batterie-là se retrouve avec le symbole de la pile, de la batterie, pardon, qui a une longue barre, une petite barre, deux fois, minimalement deux fois, ça peut être trois, quatre fois, ça n'a pas vraiment d'importance, mais bref, il faut que j'en aille plus qu'un, parce que si j'ai seulement une longue barre et une petite barre, c'est une pile, ce n'est pas une batterie. Ensuite, ce qu'on voit ici, ça va être un interrupteur à bouton poussoir, fait que l'interrupteur à bouton poussoir, quand que je pèse dessus, j'ai un courant qui va passer à l'intérieur du circuit, quand que je relâche, ben à ce moment-là, il n'y a plus de courant qui passe dans le circuit. Et finalement, le symbole de l'ampoule et le symbole du voltmètre qui va être un cercle avec un V. Fait que je vous invite tout le temps à jeter un coup d'œil à votre fiche, votre feuille qui correspond au symbole que vous allez utiliser dans les circuits électriques parce que vous allez avoir besoin d'en ajouter occasionnellement. Maintenant, on va commencer le laboratoire. Fait que le laboratoire, pour ça, vous avez besoin de vos 6 fils, 3 fils rouges, 3 fils noirs. Vous avez besoin de votre ampèremètre et vous avez besoin de votre batterie de 9 volts. Et le circuit va être monté avec, dans ce cas-ci, deux résistances plutôt que des ampoules. Fait que donc, les résistances, ce sont, dans votre cas, là, ça va être des petites résistances de céramique ou des résistances de carbone. Fait que donc, si c'est des résistances de puissance, c'est des résistances de céramique, c'est des résistances traditionnelles qu'on utilise directement sur les circuits de faible puissance, ben ça va être à ce moment-là des résistances de carbone. Fait que donc, qu'est-ce qu'on vous demande? Ça va être, dans un premier temps, de brancher les composantes électriques. Dans ce cas-ci, si vous regardez le schéma, vous voyez qu'il y a 3 ampèremètres. Évidemment, vous n'avez pas 3, là, c'est juste que je veux que vous déplacez votre ampèremètre dans le circuit au fur et à mesure que le laboratoire va évoluer. Fait que donc, au départ, ben, vous ne mettez pas d'ampèremètre du tout et vous branchez seulement la pile avec les deux résistances, R1 et R2, deux résistances de même valeur, fait que, donc pas vraiment d'importance dans l'ordre où vous les mettez, elles ont toutes la même valeur. Fait que vous branchez ça avec vos fils. Je vous recommande fortement, encore une fois, de vérifier pour que le fil rouge parte de la source positive, hein, de l'alimentation positive, parce que par convention, on utilise le rouge en circuit continu, en courant continu, qui va s'en aller jusqu'à la charge, et on utilise le noir pour retour à l'alimentation. Fait que donc, si vous regardez ici, vous avez un premier fil qui va s'en aller directement à R1, ensuite vous allez avoir un autre fil qui va s'en aller de R1 à R2, et un dernier
premier fil qui va s'en aller vers la pile. Fait que vous branchez tout ça. Quand vous allez avoir fini le branchement, bien là, vous allez introduire par la suite votre voltmètre. Fait que le voltmètre, là, je vois un ampèremètre qui apparaît dans le circuit. On a un gros problème avec le circuit, là. OK, ça veut dire que j'ai perdu 20 minutes de mon temps. Et voilà, magie, hein, on a le bon schéma qui apparaît. Fait que donc, comportement, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Fait que comme je vous disais, vous avez dans un premier temps à brancher votre circuit électrique et par la suite, on va ajouter le voltmètre. Vous avez seulement un voltmètre, hein, ici je vous montre les trois, mais évidemment, qu'est-ce que vous allez faire? Après avoir monté le circuit, vous allez vous déplacer pour vérifier VM1, qu'est-ce qui se trouve? C'est le voltmètre 1, la position. Qu'est-ce qu'on est en train de mesurer quand on mesure VM1? On mesure la tension borne de la source d'alimentation qui est la pile de 9 volts. Ensuite, bon, on s'en va à VM2. Fait qu'encore une fois, avec vos sondes, vous vous déplacez, vous allez à VM2 et vous vérifiez la tension qui se retrouve chutée aux bornes de la résistance R1. Fait que donc, vous prenez cette lecture-là et vous la mettez dans votre tableau. Et finalement, vous faites la même chose avec la VM3 qui se trouve être la mesure de la résistance R2. Bon, si vous avez terminé cette manipulation-là, vous allez vous rendre compte que en série, dans un circuit série, la tension qui est appliquée par la pile va être chutée par l'ensemble des composantes. Donc, ça veut dire que la tension de la batterie est égale à la tension de la résistance R1 et plus la tension de la résistance R2. Faites attention ici, là, encore une fois, ça m'arrive souvent de faire cette erreur-là, de marquer VBAT, VR1, VR2. En réalité, dans vos notes de cours, ça va tout le temps être UBAT, UR1, UR2. Ça, c'est une déformation un petit peu professionnelle parce que je travaillais en anglais et en anglais, on utilise VBAT, VR1, VR2. OK, fait que donc, juste faire attention. C'est aussi valide. Hein? Vous allez probablement retrouver ça à plusieurs reprises sur le marché du travail. Et aussi, deuxième chose qu'on doit connaître quand on travaille dans un circuit série, bien, vous allez vous rendre compte que le I total va être égal va être le même partout. Hein? On avait mentionné déjà au départ là, que quand je me trouvais à avoir un courant dans un circuit, les automobiles qui passaient, c'était les mêmes qui circulaient sur le premier pont, sur le deuxième pont. Fait que donc, même principe avec les électrons qui se trouvent à se déplacer dans ce circuit-là. Si les composantes sont l'une à la suite des autres, nécessairement les électrons doivent suivre le même chemin pour un circuit série. Fait que la tension appliquée au circuit est répartie aux bornes des résistances du circuit. Si j'avais plusieurs résistances, UBAT aurait été égal à UR1 plus UR2 plus URN. Hein, on va utiliser ce terme-là pour dire autant de résistances qui vont se retrouver dans le circuit en série, bien, autant de résistances qui vont chuter de la tension appliquée. Maintenant, deuxième partie du laboratoire que je vous demande de faire, ça va être de brancher les composantes électriques de façon à réaliser le circuit B. Le circuit B, encore une erreur. Fait que donc, le circuit B, lui, rappelez-vous, ça va être un montage qui va être en parallèle. Fait que donc, encore une fois, vous ne mettez pas le voltmètre, vous branchez seulement la batterie aux bornes de deux résistances qui vont être montées en parallèle. Et par la suite, vous allez prendre les lectures de tension, encore une fois, pour voir qu'est-ce que ça donne. Fait que donc, je vous demande de brancher le voltmètre aux bornes de résistance R1, mesure à tension, brancher aux bornes de R2, mesure à tension. Fait que donc, vous faites ça, là, évidemment, pour chacune des composantes. Encore une fois, je viens de porter les petites corrections qui nous manquaient. Fait que donc, on commence par la tension aux bornes de l'alimentation, de la pile. Ensuite, on s'en va aux bornes de R1 et ensuite aux bornes de R2. Bon, si vous avez complété le petit laboratoire numéro B, fait qu'à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que la tension va être la même partout. Parce que dans un circuit en parallèle, la tension appliquée se retrouve aux bornes de chacune des composantes. Donc, on peut dire que VBAT ou UBAT va être égal à UR1 est égal aussi à UR2. Fait que dans notre cas, on avait 9 volts. On a donc eu 9 volts appliqués partout. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit savoir au niveau de la différence de potentiel, qui est aussi appelée la tension? Ça va correspondre à la quantité d'énergie transférée entre deux points du circuit. Fait que donc, l'unité de mesure, encore une fois, était en volts. On a vu que U est égal à R fois I.
Ici, je vous donne quelques petits exercices supplémentaires pour calculer la tension. Je vous demande de juste lire et de tenter de résoudre, bien vous rendre compte comme quoi vous arrivez bien à la même chose que moi dans cette situation-là, pour un circuit parallèle. Maintenant, si on regarde, hop, je vais juste retourner en arrière. Vous voyez, ici, quand j'avais fait l'exercice du calcul de tension, j'avais fait volontairement le calcul suivant. Fait que donc, je voulais vous montrer que le courant qui circulerait dans ce circuit-là aurait un courant de 180 milliampères ou 0,18 ampères. Fait que donc, parce que vous allez vous rendre compte que quand j'ai deux résistances qui se retrouvent en parallèle, la valeur de la résistance va se trouver à être réduite pour autant. Encore un petit exercice de loi d'Ohm que je vous laisse pour tenter et vous pouvez par la suite afficher en continuant la vidéo. Un deuxième, si vous voulez bien tenter d'expérimenter ça et d'arrêter la vidéo pour le faire et par la suite vous poursuivez et on affiche. Un autre exercice. Pour l'intensité du courant, un phare d'automobile a besoin de 15 ampères pour fonctionner. Quelle charge avons-nous besoin pour faire fonctionner le phare pendant une minute? Je vous laisse encore une fois. Oups, ici. Fait que donc, je vous laisse le vérifier. L'ampoule qui traverse un courant de 5 ampères, quelle est la charge électrique totale qui traverse cette ampoule en 5 minutes? Encore une pause. Calcul de la tension maintenant. Le circuit électrique de nos maisons fournit en général une différence de potentiel de 120 volts. Comment trouver la quantité d'énergie qui peut être dissipée par une charge de 200 coulombs? Fait que je vous laisse encore une fois un peu de temps pour le calculer. Vous me mettez à pause. Quelle est la tension électrique aux bornes d'un amplificateur si la charge de 36 coulombs lui transfère une énergie de 4250 joules? Fait qu'encore un autre calcul à faire ici. Vous pouvez interrompre la vidéo. Et une dernière, la décharge électrique statique provoque dans les doigts d'une personne et une poignée de porte un transfert de 0,05 joules d'énergie électrique à l'aide d'une tension électrique de 50 000 volts. Quelle est la quantité d'énergie de charge transférée lors de l'étincelle? Et voilà. En passant, ici, ce qu'on voit, c'est des micro-coulombs. Fait que ça veut dire qu'il se trouve à avoir le point est déplacé de 6 vers la gauche. Et ça termine. Bonne fin de journée.